D'ici à 2050, on estime qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et les océans sont aussi concernés par le changement climatique et les activités économiques qui s'y déroulent ont un impact sur la biodiversité. Les défis posés par ces pressions sont particulièrement sensibles ici en Méditerranée, autour de laquelle vivent des populations nombreuses. Comment y remédier ? Comment concilier enjeux économiques et préservation de la biodiversité et de la santé humaine ? Comment est-ce que la technologie peut être une alliée dans ces défis ? Ce sont les questions que je vais poser immédiatement à mes trois invités. Donc, je suis très content de vous accueillir. Vous êtes en plus tous les trois très différents puisque nous avons à la fois un groupe mondial, une start-upeuse et puis une association et une aventure d'une expédition scientifique. Donc on va discuter tous ensemble, mais avant ça, Madame Annick Girardin, ministre de la Mer, avait un message pour nous. Bonjour à tous. Pouvions-nous envisager meilleur lieu pour réunir les talents que la cité phocéenne ? Avec 2600 années d'histoire et une tradition millénaire reconnue dans l'innovation maritime, le choix de Marseille sonne comme une évidence. C'est donc un réel plaisir d'introduire, en tant que ministre de la Mer, cette séquence « Prendre le large » qui réunit l'expédition Plastique Odyssée, la start-up Innovayacht et l'entreprise leader CMA-CGM. Trois acteurs particulièrement reconnus dans l'innovation maritime. Nous partageons tous ici la conviction que les océans constituent un enjeu environnemental majeur pour nos sociétés. Pollution plastique, particulièrement en Méditerranée, impact sur la biodiversité, réchauffement climatique, montée des eaux, sont autant de défis dont tout être humain doit se sentir responsable où qu'il réside. Le 12 décembre 2020, c'est-à-dire demain, nous célébrons les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. Je peux d'autant mieux vous en parler puisque j'y étais en tant que secrétaire d'État au développement et à la francophonie aux côtés du ministre des Affaires étrangères. J'ai pu voir de mes yeux les problématiques de montée des eaux lors de mes déplacements dans les petits États insulaires en développement. Encore une fois, c'est par l'innovation et la recherche de solutions nouvelles que nous respecterons cet accord. Vous savez d'ailleurs que je mets un point d'honneur à accomplir l'objectif de développement durable 14, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Les océans offrent aussi des opportunités de croissance bleue harmonieuse, fondées sur l'innovation et le respect des besoins de l'homme comme des cycles. C'est le cas bien sûr des énergies marines renouvelables et je me suis beaucoup investie pour que leur développement soit respectueux du monde maritime. Ce sont aussi des chemins à imaginer, à explorer et à documenter. Vous le savez, l'espace reste encore aujourd'hui mieux connu et cartographié que l'océan. Ma mission au ministère de la Mer est claire. Planifier les espaces maritimes, arbitrer les différents usages de la mer pour redonner à la France le statut de grande puissance maritime. Un statut que notre pays n'aurait jamais dû perdre et qu'il pourra reconquérir en misant sur l'innovation. Tous les acteurs concernés doivent y prendre part et peuvent être source d'innovation. Vous êtes d'ores et déjà nombreux à les porter et à les construire. Nous avons les compétences, nous avons les expertises. Le véritable enjeu, dans les prochaines années, sera de faire croître l'écosystème de l'innovation, de susciter des vocations et des projets enthousiasmants. Et enfin, de leur donner les moyens de prospérer. Pour cela, il est indispensable de mobiliser l'ensemble des outils nationaux du soutien à l'innovation. Les incubateurs, les pôles de compétitivité, le fonds démonstrateur du programme d'investissement d'avenir, le PIA, ou encore le plan de relance. Je n'ai jamais cru au travail en silo. C'est en réunissant les talents, en nouant des alliances inédites entre grands groupes, start-up, associations, institutions, que nous relèverons ensemble les défis. Et ce plateau réuni aujourd'hui est une parfaite illustration de ce que nous pouvons faire ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Annick Girardin, ministre de la Mer, pour cette parole enthousiasmante sur le rôle de l'innovation et pour votre participation au Grand Bain. Je me tourne à présent vers mes invités avec qui nous allons échanger pendant 20 minutes justement sur le rôle de la technologie dans la résolution de ces défis pour les océans. Je vais commencer avec vous Simon Bernard, donc vous êtes ancien officier de la marine marchande, cofondateur de la formidable aventure Plastique Odyssée. Pour expliquer à nos auditeurs, vous voyagez à travers le monde à bord d'un bateau laboratoire qui est lui-même propulsé par les déchets plastiques et que ça vous permet de sensibiliser les populations aux enjeux justement de la pollution. Bienvenue Simon. Merci.
Chloé, vous êtes fondatrice et directrice de Innova Yacht. Vous avez créé le premier bateau de plaisance qui est à propulsion électro-hydrogène. Ça garantit du coup à tout le monde un voyage en silence et avec zéro émission, le tout basé à La Ciotat. Bonjour Chloé. Bonjour Mathieu. Enfin, Patrice Bergamini, vous êtes le vice-président des affaires publiques de CMA-CGM, le leader mondial marseillais que l'on connaît bien, et vous êtes aussi ancien ambassadeur de l'Union européenne auprès de la Tunisie. Bienvenue Patrice. Merci beaucoup, bonjour Mathieu. Alors Simon, nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu les enjeux pour que nos spectateurs puissent comprendre un petit peu à partir de quand la mer a été polluée? C'est quoi ce lien entre pollution et océan? J'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a eu des déchets, il y a eu une pollution marine, puisqu'on a pris la mer longtemps pour une espèce d'énorme poubelle, encore toujours aujourd'hui, parce que quand on parle de plastique, c'est 20 tonnes de plastique qu'on met dans l'océan toutes les minutes. Donc c'est une quantité qui est énorme. Et en parlant même ici à Marseille avec des anciens Marseillais, ils me disaient que pas plus tard qu'il y a quelques dizaines d'années, on jetait les poubelles dans les calanques directement parce qu'on ne voyait pas l'impact que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui, la pollution, alors on parle beaucoup du plastique, c'est vrai, c'est une chance pour nous parce que c'est le sujet qu'on a choisi d'adresser, mais il y a plein d'autres pollutions qui sont beaucoup moins visibles. L'eutrophisation par exemple de l'océan, qui est le fait de mettre des engrais, des produits chimiques dans l'océan, qui va causer des dérèglements, donc des blooms d'algues qui vont derrière empêcher la vie de prendre forme. Et donc il y a des pollutions comme ça qui sont beaucoup moins visibles, mais qui ont un impact qui est réel. On parle d'acidification des océans avec le CO2 de l'atmosphère qui est absorbé. Donc l'océan est vraiment aujourd'hui en danger et pourtant c'est un des premiers poumons de la planète puisque une respiration sur deux on la doit à l'océan. Donc c'est important de préserver ce berceau de l'humanité. On est venu de là quelque part et le plastique c'est une bonne porte d'entrée pour adresser toutes les autres pollutions aujourd'hui. Merci beaucoup Simon. Chloé, vous faites le pari de l'hydrogène. Pour le nautisme, quand on pense au nautisme, on pense à ces gros moteurs qui font beaucoup de bruit, qui permettent à des bateaux d'aller très très vite. Parlez-nous un petit peu de cette technologie et du rôle qu'elle pourrait jouer dans la préservation des océans. Tout à fait. Donc effectivement, la technologie, je pense qu'elle peut jouer un vrai rôle clé pour la préservation des océans. Mais je rejoins un petit peu Simon sur ce qu'il dit, puisque en fait, il y a quand même une volonté humaine derrière ça. Derrière la technologie, il faut qu'on soit prêt. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a peut-être 30 ans, jeter nos poubelles dans les calanques n'était pas un souci. Aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant. Donc je pense que la porte d'entrée, là, en l'occurrence, c'est vraiment le comportement humain et nos comportements à nous, nos façons de consommer aussi un petit peu différemment. Donc oui, moi je fais le pari de l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis marin déjà, moi aussi, je suis capitaine aussi de bateau. Et forcément, moi, avoir un bateau qui ne recracherait que de l'eau, on enlève du coup le CO2, on enlève les fuites d'hydrocarbures, parce que ça aussi, tu t'attaques au plastique, mais moi sur mon terrain, c'est plutôt sur cette partie-là. Et on dépollue au niveau sonore aussi, puisqu'on a un moteur électrique. Alors maintenant, un petit mot sur l'hydrogène forcément, parce que je pense qu'on n'a pas tous le même niveau d'information. Et je pense que c'est important de dire ce que c'est. Donc l'hydrogène, c'est une molécule qui est naturellement présente dans l'eau. H2O, je pense que ça marche, ça parle un petit peu à tout le monde. Si je faisais un gros raccourci, je dirais que mon bateau, c'est un bateau qui marche à l'eau. J'adore dire ça provoque un petit peu des réactions. C'est un gros raccourci, effectivement. Mais l'idée, en fait, c'est de dire que dans l'usage, effectivement, l'hydrogène est une molécule qui se transforme en électricité grâce à une pile à combustible. Ensuite, il y a la question de la production de cet hydrogène. Aujourd'hui, on va juste... Je vais faire schématiquement, on va parler d'hydrogène gris qui provient d'hydrocarbures, puisque aussi l'hydrogène est présent dans les hydrocarbures, et d'hydrogène vert, celui qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau et d'énergie renouvelable. C'est évidemment celui-ci que je vise, et pas seulement moi, puisque la planète entière aujourd'hui parle d'hydrogène. Le plan hydrogène français, c'est quand même 7 milliards d'euros annoncés depuis septembre, et finalement le Covid a peut-être eu quelques aspects positifs, puisque la planète entière se rend compte qu'il y a une urgence environnementale et qu'il faut faire quelque chose, il faut absolument agir. Donc moi, en fait, dans l'usage de mon bateau, peu importe que j'ai de l'hydrogène gris ou vert, parce que malheureusement, les infrastructures sont en train de se mettre en place, donc j'ai pas tout de suite de l'hydrogène vert, mais ça va arriver et c'est absolument ce que je vise et je tiens particulièrement à insister sur cette donnée-là. Peu importe ce que j'utilise dans l'usage, en tout cas, notre bateau ne recrache que de l'eau.
qu'on valorise en plus à bord. Je rejoins ton combat là, Simon, puisqu'on va valoriser l'eau pour ne plus avoir de bouteilles plastiques à bord, pour avoir directement de l'eau potable, parce que notre pile à combustible recrache que de l'eau. Et ensuite, le deuxième niveau, je dirais que c'est la transition énergétique. Donc là, ce n'est pas que pour les océans, c'est de façon générale, c'est pour l'humanité entière qu'on est en train de se battre. Et moi, c'est ce qui m'anime particulièrement dans ce projet, parce que ce n'est pas que le produit fini du bateau. C'est vraiment le message qui est porté aujourd'hui, c'est qu'il est temps de basculer vers d'autres sources d'énergie plus propres, à savoir que d'ici 2050, on estime que plus de 20% de notre énergie consommée proviendra d'hydrogène vert. Je le souhaite particulièrement. Je pense qu'Innova est un vrai accélérateur et on se positionne, moi personnellement, même comme ambassadrice de l'hydrogène vert. Donc j'espère que tout ça pourra faire améliorer la préservation des océans. Maintenant, ce n'est pas demain qu'on aura les bateaux de la CMA qui marcheront à l'hydrogène, mais même eux vont vers du GNL, vers des choses beaucoup plus propres. Merci beaucoup Chloé pour cette passion, on l'a bien senti. Ça marche, juste en un mot, ça marche ou ça ne marche pas? Je vous dirai ça dans 2 mois. Est-ce qu'on pourra monter sur votre bateau à hydrogène cet été? Oui. Ah, formidable. On pourra, alors, lors d'un roadshow. On prend rendez-vous. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et puis merci pour ces bonnes nouvelles aussi qu'on a à cœur aujourd'hui d'annoncer dans le grand bain, ce plan hydrogène du gouvernement effectivement et des 7 milliards. Il est l'heure maintenant de parler un petit peu justement avec vous Patrice, de la conciliation autour de la Méditerranée. Je sais que CMA est un armateur mondial, mais on va peut-être parler un peu plus de la Méditerranée. De cet enjeu finalement de la conciliation entre tous ces grandes problématiques environnementales qui nous concernent tous et puis la nécessaire volonté du développement économique. Comment vous, à la CMA-CGM, vous essayez d'articuler les deux? D'ores et déjà, je crois, ce matin, en écoutant et en se laissant emporter et inspirer là, par ces belles énergies humaines. C'est déjà un très bon point. C'est déjà fondamental. S'agissant de l'industrie du transport maritime, et dans le cas de CMA-CGM, un des leaders mondiaux du transport maritime, nous avons fait des choix stratégiques, industriels, économiques fondamentaux, basés sur des valeurs, des principes qui rejoignent totalement ce qui vient d'être décrit par Simon et Chloé. Au cœur de ces principes, notamment le fait qu'il ne peut plus y avoir aujourd'hui de développement économique, c'est-à-dire capable de générer de la richesse, de créer des emplois. Il ne peut plus y avoir de développement économique qui ne soit pas responsable et durable. Et donc, quand on met cela en équation avec des choix industriels stratégiques, on arrive d'ores et déjà, c'est une première mondiale, elle est portée par CMA-CGM, à des vraies réalisations, à des premières mondiales. Je le disais, hier encore, la presse américaine en faisait état, le Wall Street Journal, avec des porte-containers, donc des navires propulsés au gaz naturel liquide. C'est une première mondiale. Elle est française, elle est marseillaise aussi, parce que CMA-CGM, c'est un groupe créé, fondé, basé à Marseille. C'est important de le dire, pour tout l'écosystème, justement, local, territorial. C'est fondamental. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Le gaz naturel liquide, c'est une première. D'ici 2022, CMA-CGM aura 26 navires. C'est déjà le cas. Notre navire porte-amiral, le Jacques Saadé, qui a démarré son service en septembre dernier, est déjà à la mer, capable de transporter plus de 23 000 containers. Le gaz naturel liquide, ça permet d'améliorer la qualité de l'air, mais aussi et surtout au niveau des fonds sous-marins, la réduction des azotes, des particules fines, des oxydes de soufre, on descend en dessous des 95% de réduction. Je parlais de choix stratégiques au-delà du GNL. Il y a des choix géopolitiques. CMA-CGM a été la première compagnie, sous l'impulsion de son président, Rodolphe Saadé, de décider de ne pas emprunter les routes du Nord, au nom de la fragilité de l'écosystème, de l'Arctique justement. Et parce que je vous dis cela, je vous emmène loin de la Méditerranée, mais finalement ce sont exactement les mêmes problématiques. Avoir ce choix, cette conscience environnementale, derrière autre choix, la digitalisation. Ce n'est pas à vous ici ce matin dans le Grand Bain, la French Tech, que je vais apprendre que le monde de demain sera beaucoup plus digital encore. Et là, c'est aussi un choix, la digitalisation, parce qu'elle a un impact. Cette digitalisation, un impact positif dès lors qu'on parle de l'étrave de nos navires, dès lors qu'on est en capacité de choisir des routes plus sûres, pour nos clients bien évidemment, mais aussi des routes plus sûres pour l'environnement, pour réduire les délais de route, une sorte d'optimisation de time routing grâce à un fleet center, on est en plein digital, qui marche H24, qui peut nous renseigner sur ce qu'il faut faire en mer au bon moment. Dernier point, je parlais de valeurs et de principes, et je vous disais faire confiance. Faire confiance en l'avenir. Je crois aujourd'hui on est dans un instant particulier, je ne vais même pas parler de la pandémie, mais faire confiance en l'avenir, ça veut dire faire confiance aux jeunes pousses.
Et c'est pour cela aussi, je reviens à Marseille, à la Méditerranée, que CMA-CGM a pris depuis quelques années la décision de créer un incubateur, accélérateur à Marseille avec plus d'une trentaine de start-up. La moitié sont internationales et génèrent des fonds, lèvent des fonds et marchent bien sur le cyber, sur les blockchains, sur l'intelligence artificielle, sur le sous-marin aussi. Et c'est de cette manière, je crois, la ministre de la Mer le disait très bien, cette conscience, elle doit être collective et l'action doit être collective. Au cœur de cela, il ne peut y avoir que des partenariats, niveau local, niveau national, niveau international, des coalitions, c'est ce que nous faisons là aussi, et en travaillant sur les différentes sources d'énergie, sur la prise de conscience. Et c'est comme cela, je pense, sans jeu de mots, qu'on va réussir ensemble, qu'on doit réussir à faire bouger les lignes. Merci beaucoup pour ce témoignage très éclairant, Patrice. Je suis extrêmement content de voir finalement que vous trois, vous avez une part de la résolution. On espère vraiment pouvoir vous réunir à nouveau en dehors du Grand Bain pour essayer de voir si à Marseille, on n'est pas capable tous ensemble, en réunissant justement les grands industriels, les startups, les associations, de trouver, de prototyper des solutions pour demain. Merci beaucoup pour votre participation au Grand Bain. J'adorerais évidemment vous poser beaucoup plus de questions. J'encourage beaucoup nos spectateurs en ce moment à aller voir justement ce qui se passe derrière les témoignages de nos trois invités. Vous pouvez aller sur le site de Plastic Odyssey, vous pouvez soutenir Plastic Odyssey et regarder l'évolution de ce bateau. Vous pouvez attendre cet été pour voir le roadshow d'Innova Yacht et voir sur le site de CMA-CGM justement l'ensemble de ses ambitions en termes de GNL. Merci beaucoup à vous trois.